Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bon, d'abord, joyeuse Pâques, hein, évidemment. Le dimanche de Pâques, on se souhaite joyeuse Pâques. Ça, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Et pourtant, on ne va pas parler des œufs. Non, pas tout de suite, figurez-vous. Non, j'avais envie de faire ce qu'on appelle une contre-programmation ce matin. Un marché forestier, parce que dès qu'il fait beau, on a envie de mettre le nez dehors, d'aller dans les prairies, en lisière des bois, dans le fin fond des forêts, encore dans la pénombre du matin. Et on a envie d'aller chercher des champignons, oui, des champignons. Et figurez-vous que les champignons, ce n'est pas qu'un ami de l'automne, pas du tout. Il y a même une belle flopée de champignons comestibles au printemps et on n'y pense pas trop souvent. On pense souvent aux pousses, mais on ne pense pas aux pousses de carpophore, comme on dit chez les mycologues. Alors figurez-vous qu'on va en parler ce matin avec un spécialiste qui est avec moi en studio, c'est Guillaume Lopez. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent, merci de me recevoir. Merci d'être venu à l'heure de la première cueillette, comme ça, dès que le soleil montre le bout de son nez. Alors Guillaume, comment est-ce qu'on vous définirait sur le plan professionnel? Est-ce que vous êtes un mycologue de formation? Non, je suis pas mycologue de formation. Par contre, j'anime effectivement une page sur les champignons. C'est pour moi quelque chose qui est très enthousiasmant, le champignon. C'est quelque chose qui me motive beaucoup, qui me parle beaucoup. Et c'est pour moi un petit peu une métaphore aussi de la transformation que je pense qui doit émerger dans ce monde. Métaphore et carpophore, tiens, ça devrait être le nom de l'émission. C'est ça. Alors on expliquera ce que c'est le carpophore tout à l'heure. Guillaume, alors si vous n'êtes pas mycologue, vous êtes quoi de formation? Alors moi j'ai fait de la biologie, j'ai commencé avec de la biologie. Il faut être biologiste pour s'occuper de ça, effectivement. Je pense que c'est important d'avoir des bases de biologie, effectivement. Et donc du coup j'ai commencé par de la biologie, ensuite j'ai fait une école de naturopathie, je suis parti me perdre au Japon à de nombreuses reprises. Et me voilà là en fait en train d'essayer de transmettre cette passion des champignons. Parce que c'est vrai que c'est un pan de la culture nippone qui n'existe pas en France, à mon idée. Bien sûr, et notamment la pharmacopée, mais on va y revenir. Guillaume, donc vous êtes, on pourrait dire, un mycophile plutôt qu'un mycologue. Exactement, mycophile. Mais un mycophile averti. Mycophile averti, exactement. Ouais. Alors c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Moi, je vous engage dès qu'on en aura terminé, pas pendant l'émission, on écoute ce matin, allez suivre la page Instagram de Guillaume qui s'appelle Zeno, Z-E-2-N-O.nature et vous apprendrez plein de choses parce que c'est bourré de petites vidéos et de tutos sur tous les champignons qui nous entourent. Oui, c'est effectivement le but de présenter un maximum de champignons et puis je pense que pour susciter et générer cet enthousiasme chez les gens, c'est aussi important de connaître un petit peu leur écologie, leur fonctionnement et puis ce qu'on peut en faire éventuellement. Alors, Guillaume, avant d'en venir aux champignons de printemps, je parle des champignons comestibles qui vont entrer dans nos assiettes, on l'espère, et on aura un chef tout à l'heure avec nous, vous verrez un vrai spécialiste champignons. Je voudrais parler du champignon, des champignons qui sont évidemment bien antérieurs à l'humanité et même au monde animal. C'est même pratiquement les premiers peuplements des êtres, après les êtres unicellulaires, les champignons sont arrivés, quoi. Exactement. En fait, on a trouvé en Afrique du Sud un fossile qui ressemble à du mycélium. Donc c'est ce réseau que forme le champignon. C'est un peu le réseau racinaire, pour faire simple, du champignon. Si on prend un point de vue de la plante, effectivement, c'est ça. Et donc ce fossile était vieux de 2,4 milliards d'années. C'est fou. Donc c'est vraiment parmi les plus vieux fossiles d'organismes multicellulaires qu'on connaisse. Et donc, en fait, ça remet vraiment beaucoup de choses en perspective dans la biologie moderne, parce que jusque-là, en fait, on savait pas qu'il y avait justement ce type d'organisme-là. On datait les champignons beaucoup plus tard, en fait, finalement, dans l'évolution. Dans notre biologie terrestre. Alors, c'est important parce que, là encore, si vous dites champignon à un béotien, il va penser omelette. Enfin, il va penser consommation et alimentation. Le champignon, la face émergé de l'iceberg, c'est effectivement ces champignons qu'on connaît bien, qui sont sur nos étals et dans nos assiettes, mais le champignon, c'est surtout des millions d'espèces et de différenciations incroyables, et la plupart ne sont pas comestibles ou même mangeables. Absolument, et ça c'est quelque chose qui je pense aussi manque légèrement dans la langue française.
Dans la langue française, on parle tout de suite de champignons, ce qui crée une forme d'amalgame. Mais par exemple, les anglo-saxons parlent de fungi, le règne fongique finalement. Alors que mushroom, c'est vraiment le comestible. Exactement. Et d'ailleurs, on en reparlera probablement tout à l'heure, mais le terme mushroom en anglais, en fait, ça vient du mousseron, en fait. Donc, ce champignon qui pousse justement dans les milieux un peu humides, qui fait des rondes sorcières, etc. Donc quelque chose d'assez caractéristique chez de nombreux champignons qui sont macroscopiques, qu'on peut voir à l'œil nu. Mais donc, effectivement... La plupart sont microscopiques ? Oui, en fait, chez les fungi, effectivement, il y a une grande diversité qui est microscopique. Et puis même chez les champignons macroscopiques, finalement, en fait, le stade où on peut voir émerger justement ce sporophore ou ce sporocarpe, c'est un stade qui est en fait très évanescent. C'est à peine 5% de la vie du champignon. C'est le moment de la reproduction, en fait. C'est le moment où il va vouloir se multiplier. Exactement. Et c'est le moment où, effectivement... Alors, toujours, le problème avec les champignons, c'est qu'on va devoir faire des comparaisons qui sont soit anthropocentrées, c'est-à-dire relatifs à l'humain, ou relatifs aux végétaux. Exactement. Oui, parce qu'on a besoin de points de comparaison, hein, sinon on comprend pas très bien. Bien sûr. Mais donc, du coup, on pourrait dire qu'effectivement, c'est un peu semblable aux fleurs ou bien aux fruits chez les plantes. C'est ça. La fructification d'une plante peut se comparer à ce fameux carpophore que l'on voit émerger de terre, en quelque sorte. C'est ça. Et donc, dont le but est de diffuser les spores du champignon pour... Qui seraient ses graines. Exact. Si c'était une plante. Voilà, c'est ça. D'accord, ses graines ou ses noyaux, enfin en tout cas son appareil reproducteur, c'est ce qui émerge. Exact. Ouais. Alors, Guillaume, je vous demande ça parce qu'au fond, vous avez raison de faire la distinction, mais c'est rare que les Anglais aient plus de mots que les Français pour définir des choses. On a généralement plus d'adjectifs et plus de substantifs. Mais là, on a effectivement une différence. On met sous le nom champignon, donc tous ces champignons comestibles ou non, mais que l'on voit à l'œil nu et qui peuplent nos forêts et nos prairies. Mais on oublie souvent que c'est aussi toutes les moisissures. Alors, moisissure est un mot qui est aussi générique, mais moisissure, c'est toujours des champignons. Oui, c'est toujours des représentants du monde fongique, donc des fungi. Après, on a quelques êtres qui sont un petit peu apparentés aux champignons. Je pense par exemple aux myxomycètes, dont le fameux blob, en fait, un Physarum polycéphalum. Le blob. Cet organisme qu'on a envoyé dans l'espace, par exemple, et qui a aussi cette forme de réseau, justement, comme le mycélium, mais qui, lui, va le faire en surface, et donc ça en fait un sujet d'étude beaucoup plus intéressant, beaucoup plus captivant, en tout cas beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Mais la mère du vinaigre que l'on voit dans un vinaigrier, c'est un champignon. C'est pas une colonie de champignons. Ouais, c'est ce qu'on appelle une SCOBY, donc c'est une communauté symbiotique de bactéries et de champignons et de levures. De fungi. Ah oui, d'accord. De levure, la levure, c'est un champignon. C'est un champignon au sens des fungi, effectivement. Ouais. Non, mais faites bien de faire la distinction parce qu'on en aura besoin au cours de cette émission. Alors, toujours est-il que donc une multiplicité de variétés, de types, même de familles, et qui vit, dont peut-être le caractère principal est ce côté symbiotique. C'est-à-dire que c'est un être, le champignon, si on peut dire ça, en tout cas une partie du vivant, qui vit toujours en symbiose avec son milieu. Alors, en symbiose avec son milieu, en fait, c'est très difficile de définir à quoi ressemble un champignon. Parce que si je devais donner une métaphore, c'est un petit peu comme si on demandait à quoi ressemble l'eau. En fait, l'eau ressemble à son environnement. Ouais. Si on le met dans un Erlenmeyer, si on le met dans un verre, dans quoi que ce soit d'autre, l'eau va prendre la forme de son contenant. Et le champignon, en fait, sous sa forme de mycélium, est extrêmement sensible à son environnement. Et donc, la forme du champignon va dépendre en grande partie de son environnement. Et effectivement, après, dans la manière de vivre, parce qu'il y a plein de manières d'être un fungi, plein de manières d'être un champignon, il y a des parasites et il y a une grande proportion aussi qui sont effectivement symbiotiques et qui vont vivre par exemple avec des algues sous forme de lichen, qui vont vivre avec des plantes, donc sous la forme des mycorhizes dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Mais effectivement, il y a beaucoup mais aussi avec les mammifères, hein. On en a des champignons et souvent des attaques. On nous rebat les oreilles de produits contre les champignons sur nos orteils, sous nos ongles, etc. Ce sont des fungi de la même façon. Oui. Après, j'entendais effectivement symbiotique que je pourrais opposer en fait aux pathogènes qui sont justement des parasites. Des parasites, ouais, qui profitent de nous au lieu d'avoir un échange en quelque sorte. C'est ça, qui profitent de l'autre et qui ne bénéficient pas mutuellement en fait. Qui se bénéficient
Bon, alors restez avec nous, Guillaume, on va y revenir. On délaissera un peu ce fungi, mais c'était important de faire la différence entre le fungi et le mushroom, c'est-à-dire tous ces champignons que l'on ne voit pas et qui peuplent notre terre. Et il doit y en avoir une sacrée masse, hein. Si on parlait de la biomasse du champignon sur terre, ça doit être très impressionnant. On revient dans une minute, on s'occupera plus des mushrooms, on s'occupera plus de nos champignons de printemps, ceux qui vont aller dans nos assiettes, normal, hein, quand on fait le marché. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour en studio avec notre prof de champipi, j'ai nommé Guillaume Lopez, qui est sur Instagram sous le nom de Zeno, ZE2NO.nature. Je le dis parce que vos tutos sont très bien faits et ça donne envie d'en savoir plus. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui, hein, parce que je vous ai repéré effectivement sur les réseaux sociaux. Guillaume Lopez, vous nous avez apporté des champignons sur la table. Alors, quand on parle de champignons, on fait la distinction effectivement avec ce que les Anglais appellent fungi, c'est-à-dire moisissures, champignons microscopiques. En fait, dès qu'un champignon est visible à l'œil nu, hein, dès qu'on peut le cueillir, le ramasser, le prendre sur une écorce, on s'interroge sur d'abord sa disponibilité, ses saisons, et il y a une vraie nomenclature. Soit on va le manger, soit on va l'utiliser comme médicament, soit on va l'utiliser même comme produit d'habillement ou de maison. Enfin bon, c'est fou la diversité des champignons. Oui, bien sûr, c'est vraiment incroyable, et je pense que c'est encore une fois quelque chose qu'on a perdu en Europe. Je pense que il y avait des gens qui en fait étaient les héritiers de nos pratiques culturelles autour du champignon, et puis avec la chasse aux sorcières, en fait, on a perdu ces gens qui étaient les héritiers du druidisme, du chamanisme, de ce que la nature pouvait nous donner, que l'on pouvait utiliser. Et d'ailleurs, beaucoup de labos pharmaceutiques qui avaient s'étaient un peu tournés vers le synthétique reviennent en force effectivement vers ces dons de la nature. Oui, et puis on s'en est jamais complètement éloigné en fait, parce que le champignon est extrêmement fort pour fabriquer des molécules d'intérêt médical. Et je prendrai juste un exemple, celui de la cyclosporine, qui est une substance qui est utilisée pour les médicaments anti-rejet, qui est un immunodépressant et qui est fabriqué par un fungi. D'accord. Mais on rappelle que le pénicillium qui donne la pénicilline, enfin les antibiotiques sont à la base des champignons. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, l'intérêt de ces antibiotiques, effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, on a en plus on a des problèmes d'antibiorésistance, et ceux qui vont pouvoir nous apporter des solutions, ce sont encore les champignons. Les champignons. J'ai repéré un truc que les anciens connaissent. Si vous connaissez ce que c'est qu'une mèche d'amadou ou de la fibre d'amadou, eh bien ça vient de ce champignon, je crois, l'amadouvier. Exactement, Fomes fomentarius. C'est un champignon qui est incroyable. On n'a pas encore fini d'explorer. Exactement. On est en train de faire en fait des substituts de plastique avec ce champignon, parce que on peut voir là sur la coupe, en fait, on a une espèce de ouate qui servait justement à embraser. On a aussi une coque dure à l'extérieur, et puis on a une partie qui est aussi un peu plus rigide à l'intérieur. Les soldats napoléoniens se servaient de ça pour allumer leur canon ou les choses comme ça. Exactement. Hein, ça maintient la braise en fait. Il y a une sorte de consommation qui est longue, hein, et avec une flamme qui ne se dément pas. Et il y en a bien d'autres. Mais on va s'occuper, si vous le voulez bien, Guillaume, un peu de champignons comestibles, hein, parce que c'est quand même ce qui m'intéresse au premier chef. Et j'ai fait appel, vous savez, à l'ami au téléphone, hein, dans certaines émissions. Et l'ami de ce matin, eh bien, c'est Régis Marcon, le chef de Saint-Bonnet-le-Froid. Bonjour Régis. Oui, bonjour à tous. Bonjour Régis. Régis Marcon, les maisons Marcon avec son fils Jacques, 3 étoiles au guide Michelin depuis un bout de temps maintenant, Régis. Oui, il y a fils Jacques et Paul maintenant. Oui, Paul. Vous avez de la chance, vous êtes un chef heureux qui a su transmettre la cuisine à ses garçons, ça c'est bien. Mais vos vrais enfants, j'ai entendu dire que ce sont les champignons des bois autour de Saint-Bonnet. Ah, la nature est belle, elle est belle, elle est bonne. Oui, elle vous gâte. Tout à fait. Alors cette année, forcément, un tout petit peu plus en retard, ce qui est normal. Ils se font. Problème de sécheresse, Régis? Non, les dernières c'était très tôt. Alors on se fixe souvent avec l'année avant, la mémoire est courte. Hein, vous savez. Et là, un petit peu plus en retard, mais ça y est, ça démarre. La cistre, l'aquilée, des petites aigrelettes, et puis bien sûr quelques champignons. Alors, Régis Marcon, j'ai fait appel à vous parce que vous êtes reconnu dans le milieu de la cuisine comme étant le spécialiste champignon. Alors, vous n'êtes pas avare de littérature sur le sujet.
de spécialistes. Non, disons passionnés de champignons et surtout de champignons comestibles. Mais forcément, quand on va dans les bois, on s'intéresse à tous les champignons et tout ce qu'il y a autour. Ah bah vous êtes un mycophile, vous aussi, alors. Et c'est formidable. Mais vous savez, à notre différence, vraiment les mettre en œuvre selon leur texture, leurs arômes, la saison, vous les mariez. Ça a toujours été une passion, c'est vraiment né dans votre enfance, ça? Bah, c'est une tradition, hein. C'est une tradition un peu de ce centre de la France, comme partout en France, bien entendu, mais où de père en fils, on transmet la passion de la cueillette aux champignons. Alors, ça passe par des petits jeux au départ, et puis petit à petit, quand on accroche bien, forcément, on apprend à les découvrir. Et nous, la chance qu'on a ici, c'est que très tôt, on a fait appel à des spécialistes, à des mycologues amateurs, ou on ne va pas appeler de mycologues professionnels, ils n'aiment pas qu'on dise comme ça, mais des gens passionnés qui nous font découvrir cette nature de champignons, puis surtout le pourquoi de ces champignons, et puis bien sûr tout le côté gastronomique, bien entendu. Alors évidemment, Guillaume, moi il y a un combat que je mène, qui est qu'en école de pharmacie, le champignon a pratiquement disparu de l'enseignement des pharmaciens, ce qui fait qu'un pharmacien, globalement... Attendez, oui c'est dommage, d'autant que quand on emmène sa cueillette chez un pharmacien, il va prendre le devoir de précaution, fait qu'il, s'il ne connaît pas, il va vous dire jetez tout. C'est un peu ça, Guillaume, non? Ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme ça. Malheureusement, c'est vrai. Ouais, donc, il vaut mieux aller dans des sociétés de mycologie et faire appel à des gens qui connaissent, qui sont passionnés. C'est comme ça que ça se transmet le mieux, non? Oui, il y a un IUT aussi à Lille qui fait de la mycologie. Donc, c'est aussi possible de se former à la mycologie en France. Et ça, c'est quand même une grande chance, je pense. Cela dit, rien ne mérite de mourir d'une ingestion de champignons. Il vaut mieux jeter quand même que de prendre le risque inconsidéré. Et en ce moment, par exemple, il y a un champignon qui est terrible, c'est la manite printanière. Enfin, qui va pousser son petit nez blanc là dans nos bois, parce que celle-là, elle fait pas de cadeau. C'est comme la phalloïde, c'est une mortelle à tout coup. Ouais, ça fait partie de ces amanites que les Britanniques appellent les anges de la mort. Donc la manite verna, qui est effectivement toute blanche, et puis qui peut ressembler justement à un agaric. Oui, c'est ça. Sauf qu'elle est pas rose en dessous. Exact. Et puis elle a une volve et elle a un anneau aussi qui est assez caractéristique. Très tôt, Régis Marcon, vos parents, vos copains en forêt vous ont montré quelles étaient les tueuses? Ah oui, c'est souvent pour ça qu'on nous apprend à ramasser les champignons, bien entendu. Vous parlez de nos amis printanières, pas encore poussé là, d'ici 15 jours, je pense. Oui, il faut une petite chaleur quand même, une toute petite chaleur. Pas confondre avec la couloumelle, souvent d'ailleurs, ça peut arriver. Ah oui, il n'y a pas que le rose dessous, il y a d'autres moyens de la distinguer, bien entendu. Il y a une fausse amie aussi chez les couloumelles. Bon, elle est petite, mais il y a cette fameuse lépiote brun incarnat qui est aussi une mortelle, il faut bien le dire, donc il faut mieux connaître. Non, la chance, on n'en a pas chez nous de cette par contre. C'est dans les terrains un peu plus calcaires. Mais nous, la chance, c'est comme je disais tout à l'heure, Vincent, de côtoyer les mycologues. Et puis maintenant, nous avons un ami mycologue à demeure, Jérôme Legros, qui lui est un scientifique qui travaille sur le champignon. D'ailleurs, je vais le mettre en rapport avec Guillaume, avec Guillaume, dans lequel je viens d'entendre, et bien sûr. Ça me fait plaisir de le connaître déjà par téléphone. Il est en train de travailler sur les souches pour mettre en place, c'est fait, de ce qui va remplacer plus tard, je l'espère, le polystyrène. Ah oui, exactement. Le champignon. Oui, parce qu'il y a des textures très intéressantes. On l'a vu avec cet amadou qui a comme une fibre, mais il y a d'autres champignons qui poussent notamment sur des souches, qui profitent de ces souches en décomposition ou simplement un peu en faiblesse pour développer des textures très intéressantes pour remplacer les produits synthétiques, non, Guillaume? Oui, il y a plein d'applications aux champignons. En plus, on peut utiliser les textures qui sont présentes dans le carpophore, et puis on peut utiliser aussi les textures qui sont présentes avec le mycélium. Et donc, on peut faire effectivement tout un tas de produits qui se substitueraient aux isolants, résistants au choc, etc. On a même des chercheurs qui travaillent pour remplacer les substrats des produits électriques. Donc, c'est cette fameuse couche plastique sur laquelle on imprime les circuits. Les circuits imprimés, donc électriques. Bien sûr. Et en fait, le circuit imprimé, lui, il contient plein de minéraux qui sont très valables et qu'on pourrait réutiliser. Mais en général, la difficulté pour le recyclage, c'est justement ce substrat. Si on avait une matière compostable à 100%, ça serait
très bénéfique. Tous les efforts vont dans ce sens. Et moi, j'aimerais bien pouvoir composter dans mon estomac les bons plats préparés par Régis Marcon et ses fils. Je le partage. Régis, je le disais en début d'émission, souvent, quand on parle de champignons, on pense champignons à manger. Hein, on n'imagine pas toute cette flore incroyable, microflore de petits champignons, de moisissures, etc. Alors nous, ce qui nous intéresse avec vous, Régis, effectivement, sont ceux qui se mangent. Or, quand on interroge les Français, même s'ils parlent de champignons, généralement, ça se cantonne à l'automne. Ils n'ont même pas idée qu'au printemps, puisqu'on vit plus tellement dans les champs, il y a aussi une quantité de champignons formidable à mettre sur la table au printemps. Ah oui, forcément, on pense à l'automne parce que c'est là où il y en a le plus. Hein, la nature arrive en sommeil, forcément. Elle fructifie avant, quoi. Oui. Est beaucoup plus important, mais au printemps, champignons des prés et des bois aussi. En ce moment, forcément, l'hygrophore de Mars, qui est très méconnu. Un champignon très intéressant qui a un peu la texture des tricholomes aussi. C'est le premier en plus, on aime bien le voir arriver, et puis son nom, le Mars, ça y est, on y est. Donc il y en a pas mal cette année, beaucoup plus que l'année dernière, ce qui est étonnant. Oui. Alors ça veut dire hygrophore, il y a le mot hygro, ça veut dire que c'est un ami de l'eau, un ami des pluies de printemps. Tout à fait. Mais on a eu quelques pluies pas abondantes, mais de surface. Oui. Parce que on l'a vu l'année dernière où il a fait très chaud. Il y a eu quelques pluies de surface et on n'a jamais eu autant de champignons depuis déjà pas mal d'années. Ce qui est étonnant, une année un peu sécheresse, on a beaucoup de champignons. Bah ça, c'est génial. Donc on ne va pas s'en plaindre. C'était une très bonne année. À condition qu'ils soient comestibles. Alors justement, Régis, quand on s'adresse aux Béotiens, il y en a beaucoup en matière de champignons, surtout à l'intérieur des villes, parce que quand on est à la campagne, on a quand même une petite notion des champignons, ça se transmet. On a l'impression que le panier de champignons disponibles, on parle de champignons sauvages, hein, je ne veux pas parler des pleurotes qui sont des champignons cultivés le plus souvent, même s'ils peuvent être savoureux. J'ai envie de dire, ça se limite à 5 à 10 champignons qui sont toujours les mêmes. Ça a en tête les girolles, les cèpes, évidemment la truffe, mais bon, c'est un peu particulier. La morille, là, justement au printemps, les chanterelles, les trompettes des morts. Voilà, il y a en fait un tout petit panier, alors que vous utilisez beaucoup plus de champignons que ça. Ah ouais, des fois avec Jérôme, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on arrive pratiquement en automne sur une trentaine de sortes. Ah ouais. Donc il faut faire de la pédagogie en plus à table. Avec tout ça, quoi. Après, c'est des petites quantités, souvent. Et on aime bien les faire goûter en l'état aux clients, bien sûr. Le plus proche de la nature, à la japonaise. Le moins possible, forcément. Il y a quelques-uns crus, bien entendu, mais la plupart du temps juste mi-cuit, avec des petites quantités, ce qui permet de faire un petit voyage. Un voyage, une petite promenade dans les bois. Promenade en forêt, voilà. Autour de Saint-Bonnet. Restez avec moi, Régis Marcon. On se retrouve tout de suite après ça pour parler un peu plus cuisine, hein, pour plonger un petit peu dans vos casseroles, dans vos assiettes, parce que ça va vous donner envie, mesdames et messieurs. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Retour dans les bois, retour dans les prairies, retour dans les lisières, souvent à la lisière, hein, parce qu'il y a cette fois à la fois la fraîcheur du bois, mais ce petit rayon de soleil qui vient chauffer la terre, et c'est pas mal pour les champignons en général, sauf les pieds bleus là, qui aux premières gelées se sentent bien dans la fraîcheur. Mais on est ce matin avec un spécialiste des champignons qui est Guillaume Lopez, et au téléphone Régis Marcon, le grand chef de Saint-Bonnet-le-Froid. Saint-Bonnet-le-Froid, c'est vraiment... Alors, si vous voulez savoir, c'est en fait aux confins de 3 départements. Ardèche, Haute-Loire et Lozère. Je dis pas de bêtises, Régis Marcon. Ardèche, Loire et Haute... Et bien sûr, l'Ardèche. Et l'Ardèche, voilà. Ardèche, Haute-Loire et la Loire. Et la Loire. Ah, la Loire, oui. J'ai dit à Lozère, non, ça c'est plus au sud. Et voilà, donc j'ai dit une grosse bêtise. C'est pas très loin non plus, mais c'est au centre de tout, Saint-Bonnet-le-Froid. Personne ne le sait, mais nous, on le sait. Régis, on parlait avec Guillaume, effectivement, de ces champignons, et je vous remercie d'être avec nous comme grand spécialiste du champignon dans la casserole. Je rappelle que vous avez reçu ça, en fait, presque en héritage, comme vous le
disiez tout à l'heure, c'est presque naturel, effectivement, vivant dans un territoire de moyenne montagne ou de haute colline, couverte de bois, etc. Il y a une richesse particulière aux confins de ces 3 départements en matière de champignons. Tout à fait. De ramasser les champignons, c'est bien sûr de connaître un petit peu les coins, connaître la nature. Et c'est formidable d'ailleurs, c'est ce qu'on fait faire aux enfants de l'école dès le plus jeune âge, pour apprendre à appréhender cette nature. Alors, tu étais en train de parler, Vincent, de la cueillette. Il y a un champignon typique qu'il faut bien comprendre, je dirais, comment il pousse. C'est la morille, bien entendu. La morille, souvent, elle pousse sur des talus où il a fait peut-être un peu froid la nuit, mais il va y avoir un rayon de soleil qui va donner quelques degrés à ce fossé où on connaît bien les coins, et la morille, elle pousse là. Et paf, elle pousse. On m'a dit qu'elle poussait aussi parfois quand ça avait été retourné, qu'il y avait un peu de fumure éventuellement. Oui, parce qu'elle aime bien les sols basiques, forcément, on en trouve même. Basique, ça veut dire de l'autre côté d'acide. Acide, c'est le contraire de basique, pour qu'on comprenne. Donc des sols calcaires, on va dire. Oui, souvent on le trouve, c'est étonnant. Je donne souvent cette anecdote dans les cours de préfecture. Les préfectures étaient tartinées à la chaux. Vous voulez dire que les préfets sont basiques? En ce moment, je ne sais pas. On va pas les chatouiller, non? Non. Non, mais c'est étonnant. C'est dans des coins incongrus. Souvent, là où le bois a été accumulé, la morille est assez mystérieuse pour ça. Là, il y a la morille de feu, qui est pas inintéressante, qu'on retrouve, nous, on sait où les bois ont brûlé, forcément, soit par les cobuages, soit par... il y a eu un grand feu, et on retrouve souvent de la morille. Alors moi je suis d'origine comtoise, donc la morille c'est presque une religion pour moi. Guillaume, on parle de la morille avec Régis Marcon, on devrait dire les morilles, parce que c'est une large famille, que ce soit les morilles, les gyromitres, qui sont une cousine de la morille. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille-là? Alors c'est une famille de champignons déjà qui sont toxiques crus. Il faut le rappeler. Toujours séché ou vraiment passer au feu, à la cuisson. Ouais, je pense que c'est l'hémolyzine, forcément. Oui, c'est une hémotoxine qui s'attaque au sang, en fait. Oui, alors ça peut provoquer la maladie de Charcot. Oh là là, c'est... Faites cuire vos morilles. Faites cuire vos morilles. Même séchées, ne mangez pas, ne croquez pas. Mais ensuite, c'est une famille assez étonnante, parce qu'elle elle fait un peu bande à part au milieu des champignons. Oui, c'est une famille qui est assez étonnante par plein d'aspects. On commence justement à essayer de maîtriser sa culture. On s'est rendu compte que c'était un champignon qui était extrêmement médicinal, mais pour faire des médicaments avec, il faudrait avoir des volumes de production. Bien sûr. Et c'est vraiment très très typique des champignons et justement typique de ce mycélium qui fait son chemin sous terre. En fait, la morille, on commence à entrevoir le fait que sa pousse est dépendante des populations bactériennes et de tous les micro-organismes qui en fait vont définir si elle va pousser ou non. Et donc, comme disait... Donc elle choisit vraiment son terrain, quoi. Elle choisit vraiment son terrain. Ça profite. Et en fait, elle peut être les deux. Et c'est ça. C'est très très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça profite? Alors ça profite, c'est un champignon qui va dégrader de la matière morte. Donc en général. Attention, c'est en un seul mot. C'est pas ça profite. C'est ça. Ça profite, c'est l'adjectif. C'est ça. Et donc c'est un champignon qui va manger de la matière morte. Donc ça peut être soit justement un compost bien mûr pour par exemple le champignon de Paris, mais ça peut être aussi des feuilles mortes ou bien plus dur du bois comme par exemple. De la paille. Oui, tout à fait. Bien sûr. C'est le cas de beaucoup de champignons qui poussent au pied des arbres. Moi, je pense au lantin du chêne, le fameux shiitake. C'est un saprophyte. C'est un saprophyte, tout à fait. Et ça profite bien. Tous les saprophytes peuvent se cultiver, contrairement à d'autres, heureusement d'ailleurs. C'est ça, en fait. On va pas pousser, je l'espère, des cèpes bientôt, quoi. On est beaucoup à penser comme ça. Guillaume, d'ailleurs, d'un point de vue purement écologique, est-ce que on voit bien que la ressource s'appauvrit, par exemple le poisson dans les océans, et on est forcé de faire de l'aquaculture pour nourrir tout le monde. Est-ce que les champignons c'est pareil? Est-ce que la ressource s'appauvrit? Alors, pour les champignons justement mycorhiziens qui vont faire cette symbiose avec les plantes, on sait que l'excès d'azote est nuisible. Ah oui, donc les cultures sont mauvaises aux sauvages. Alors, les cultures sont mauvaises aux sauvages, mais aussi les oxydes d'azote, monoxyde d'azote par exemple, émis par les pots d'échappement.
Ah ouais. Et donc, en fait, on a beaucoup de champignons mycorhiziens qui sont particulièrement présents quand le milieu est préservé malheureusement de l'activité humaine. Et puis un champignon émergé, ce carpophore, c'est aussi une éponge pour l'atmosphère. On a beaucoup parlé à l'époque de Tchernobyl de la radioactivité. Ça, en fait, ça capte tout l'environnement. Et oui, c'est ce que je disais avec la métaphore de l'eau. Effectivement, le champignon, sous sa forme mycélium, est très sensible à tout son environnement. On sait même qu'il est susceptible d'être impacté par la musique, qui va pouvoir amplifier les productions et changer aussi la composition même en termes de protéines, de nutriments, etc. dans le champignon. Donc c'est extrêmement sensible un champignon et ça peut capter effectivement les métaux lourds, ça peut capter la radioactivité. Bien sûr. Et tout un tas de... C'est une éponge de son environnement. Alors, Régis Marcon, il nous reste 5 minutes maintenant, on a envie juste de baver d'envie en vous écoutant. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Non mais bon, c'était bien de savoir quelle était la matière première. Alors, qu'est-ce qui va démarrer la saison chez vous en général au printemps? Qu'est-ce qui démarre la saison? Ah, il y en a plusieurs, forcément. On parlait tout à l'heure de l'hygrophore de Mars. Oui, oui. Il y a de fortes chances qu'on nous amène les trichomes de la Saint-Georges la semaine prochaine, qu'on appelle le vrai mousseron. On met le vrai et le faux, ça me paraît toujours bizarre. Quand on indique aux gens vrai mousseron, faux mousseron, ils sont un peu interloqués. Mais le faux mousseron, c'est beaucoup plus petit, avec un arôme très puissant, hein, presque animal. Oui, ce qu'on appelle le faux mousseron, l'Oréades, il a ce côté un peu cyanique que j'adore, qui est excellent. Alors Saint-Georges, il a un goût beaucoup plus farineux de craie. Il s'apparente au meunier en automne. Ouais. Il y aura un peu de farine, qui est très intéressante. Alors, on a des petits coprins là qui commencent à arriver. Ah, alors là, je sais qu'il y a des amateurs. Des choses assez marrantes. Ah, le coprin chevelu, hein, on est d'accord. Le crocus jaune, j'avais jamais vu les crocus jaunes ici. J'ai vu ça la semaine dernière, à côté des crocus blancs, c'est assez étonnant. Vous parlez de crocus ou de coprin? Moi, les champignons, les fleurs, tout ça, ça se mélange un peu dans ma tête. Je suis désolé. Et puis, pas mal de morilles, les vêpres, beaucoup de vêpres. Les vêpres, la vêpre de Bohème, hein, qui est une cousine de la morille. Qui est pas inintéressante. Moi, j'aime bien la préparer à la crème, tout simplement, avec des pommes de terre, les bonnes pommes de terre nouvelles. Là. Ouais. Et puis, on a un peu de la girole, mais la girole pruneuse, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est plus charnue. Ouais. Un peu moins peut-être parfumée que la girole que l'on connaît tous. Intéressante. La foliote changeante aussi. Qu'est-ce que c'est ça, la foliote changeante? Voilà un peu, en gros, ce qu'on va trouver au printemps, quand on va avoir aussi des cèpes, un petit peu les printaniers, ce qu'on appelle c'est un peu comme la estivalis aussi. Ouais, des bolets, quoi, en fait, des bolets de printemps. C'est ça. Et tout ça. Mais c'est surtout la morille, quoi. Surtout la morille. Et est-ce que ça a démarré chez vous, là? C'est un peu tôt, quand même, non? Oui, gyromètre, quand bien sûr on ne sert pas. Quand c'est juste pour notre consommation personnelle. C'est dingue, hein. Alors là, juste un petit mot en 30 secondes. C'est autorisé en Espagne et dans la péninsule ibérique et interdit en France. Il y a eu des accidents? Je pense que, comme disait à l'instant Guillaume, elle n'est pas assez cuite, il faut au moins 80 degrés, quoi. C'est ça. Les mousisines qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est pas ce... Mais comme la morille. Comme la morille, d'ailleurs. Il ne faut pas négocier la morille, il faut la cuire. Mais la gyromètre ou le gyromètre ou les gyromètres, on va dire. Ils ont été consommés depuis la nuit des temps ici et depuis maintenant 20 ans. Et ça ressemble un peu à une morille, mais on dirait c'est beaucoup plus charnu le chapeau et ça ressemble un peu à une cervelle. Il y a un côté, un petit cerveau marron là, c'est ça les gyromètres. Voilà. Moi je sais que les gens les mangent chez eux, voilà. Ouais. Mais bon, nous on ne le sert pas parce que c'est interdit. C'est interdit, c'est comme certains gibiers, voilà, qu'on se garde sous le manteau. Mais on dira et on donnera pas nos coins de gyromètre. Le champignon le plus abondant pour vous au printemps, là, Régis, ça reste la morille. Le tricolome, d'accord, de la Saint-Georges. D'accord. Parce que de Saint-Georges, il arrive à pousser un peu comme le faux mousseron. L'Oréades, il pousse vraiment en grande quantité. C'est des touffes, quoi. Donc, on en ramasse pas mal, quoi. Et les vêtres dont je parlais tout à l'heure, souvent sous les ronces, un peu plus bas qu'ici, là, à 800 mètres.
Il y en a, on doit l'amener 3-4 jours. Là. Oui, alors, donc, pas mal. Vous la reconnaîtrez, vous la prendrez peut-être pour une morille, sauf que le chapeau se détache. Voilà, c'est comme une morille dont le chapeau se détache au lieu d'être attaché au pied. Je dis pas de bêtises, Guillaume? Non, c'est ça. Je vois qu'il est bien informé. Hein, il paraît qu'il aime bien les champignons, Ferniaud. Qu'est-ce que vous voulez, hein? J'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Merci beaucoup, Régis, d'avoir été avec nous ce matin pour nous donner, pour nous donner une petite envie de poêler de champignons là du dimanche. Ça fait drôlement envie. Si on passe pas par chez vous, on n'a qu'à ouvrir vos bouquins sur les champignons. C'est une Bible. Pour inviter Guillaume à la maison, hein, s'il veut. Voilà. Avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. C'est chouette, je vais lui filer l'adresse. Merci Guillaume. Je rappelle qu'on retrouve tous vos conseils, des choses assez inouïes, hein, je dois dire, parce que vous avez drôlement fouillé le sujet sur les champignons en général, sur Zeno, ZE2NO.nature au singulier, sur Instagram, peut-être sur Facebook aussi, j'imagine? Non, j'ai pas Facebook. Pas Facebook. Ça sera pour les Instagrammeurs, dont je suis. Voilà. Et je vous suis. Merci d'être venu. Vivement l'automne qu'on se refasse une émission sur les champignons. Avec grand plaisir. Merci Vincent. Allez, on ne se quitte pas. Oui, je sais, vous voulez des œufs. Ah, oui, c'est normal, hein, c'est Pâques. Vous allez les avoir. Une petite sélection, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oui, je sais, on a parlé de champignons, ça vous a donné envie d'une omelette. Donc évidemment, hein, puisqu'on parle d'œufs, hein, on va parler de Pâques, mais pas des œufs pour mettre dans l'omelette aux champignons. Enfin, pas que je sache, pas tout de suite. Je suis ce matin, parce que je sais qu'il y a quand même des fondus qui sont en train de se dire « Quoi ? Il a fait toute son émission, il n'a pas parlé de nos œufs de Pâques, le dimanche de Pâques, hein, là. » Ben si, on y vient, mais j'ai pris une spécialiste, parce qu'on est entouré de spécialistes ce matin, et j'ai au téléphone Priscilla Lanzarotti. Bonjour Priscilla. Bonjour. Priscilla, habituée de l'émission, vous êtes, on peut dire, bec sucré professionnel, hein, pour faire simple. Hein. Voilà, une grande passionnée. Une passionnée de gâteaux, de desserts, de chocolat, enfin de tout ce qui est sucré. C'est vraiment votre univers, ça, c'est dingue d'ailleurs. Oui, et puis ça s'étend de plus en plus, même aux épices maintenant, tout ce qui compose un peu la pâtisserie. Ah bah voilà, c'est ça, c'est la voix et la langue de la pâtisserie, hein. Pas seulement pour en parler, mais aussi pour déguster. Alors Priscilla, je vous ai appelé parce que je me suis dit, tiens, on va demander à Priscilla, elle qui a dû faire le tour de toutes les chocolateries et pâtisseries, et notamment parisiennes, de savoir un peu quelle était la tendance, quels sont les 5 œufs de Pâques qui vous ont marqué dans les créations, parce que d'année en année, c'est de plus en plus créatif, de plus en plus travaillé, hein, cette histoire de Pâques. Et j'ai eu une très très belle surprise. On parlait d'omelette, mais là c'est un œuf Maury. Un œuf Maury au chocolat. C'est la chef pâtissière du Péninsula, Anne Coruble. Oui, voilà, qu'on a eu dans l'émission. Ouais. Anne Coruble, qui est très créative. Elle est extrêmement créative et moi sa création m'a bluffée. En fait, elle voulait chercher quelque chose pour se référer à Pâques et elle s'est rendue compte que ça coïncidait avec la sortie des morilles dans les sous-bois. Ouais. Donc elle s'est dit allons-y et puis ce sens du détail, de la précision m'a vraiment bluffé. Et puis à l'intérieur on retrouve vraiment des morilles, c'est une coque au chocolat blanc. C'est dingue. Totalement. Bon, on était à l'instant avec Régis Marcon au téléphone, hein, juste avant de vous avoir, et on parlait effectivement des pousses de morille, qui est vraiment le champignon du printemps, avec Guillaume Lopez également. Donc elle fait en fait un œuf sucré aux morilles. En fait, c'est une morille qu'elle a représentée avec les vraies alvéoles un peu irrégulières. Ouais. Donc une coque au chocolat blond. Ouais. Avec 2 ganaches en fait, une ganache au chocolat noir rééquilibrée par une ganache au chocolat lait, et dans la ganache au chocolat noir elle a inséré des éclats de morille fraîches. C'est fou, donc ça texture un peu la mâche, ça donne une petite note de noisette très sympathique en bouche. Ouais. Un praliné aux céréales, donc pour apporter beaucoup de légèreté, exalter un peu les arômes, et cerise sur le gâteau. Le bal de saveur qui se clôt avec une subtile fumée de beurre cru rehaussé de morille. Voilà, fou, et ça apporte un peu de rondeur, d'élégance. Et ça vous a plu, ça? Ça m'a beaucoup plu, tout était parfaitement équilibré. Et en fait, ça me surprend, et c'est ce qu'on attend, c'est la surprise pour Pâques. Très bien, morille et chocolat, allez, d'accord. J'accepte cet œuf un peu nouvelle manière, mais Anne Coruble, elle n'est pas au bout de nos surprises, hein, parce que c'est vraiment une pâtissière qu'on va suivre hein, dans les années et les décennies qui suivent. Allez, deuxième de votre classement, deuxième coup de cœur. Alors là, je vous emmène à la ruche, dans une ruche, et c'est l'abeille origami pour l'hôtel Le Sineur, réalisé par le chef Yann Brice.
Ouais, le chef pâtissier Yann Brice. On connaît bien Yann Brice, qui est aussi pâtissier chez Tourbillon, à Sceaux-les-Chartreux. Ancien chef de la Maison La Durée. Hein. Exactement, et puis là je pense que ça va beaucoup plaire aux enfants puisque c'est une coque au chocolat au lait qui est ornée de pollen. Pardon, d'Aloyau, pas La Durée. J'ai dit La Durée, c'était d'Aloyau. Oui, pardon. Coque au chocolat au lait ornée de pollen qui est garnie d'un nuage de guimauve qui est à la fois tendre, léger et très très peu sucré. En fait, il est juste parfumé avec du miel de fleurs. Oui. Voilà, qui rééquilibre un peu la légère amertume du pollen et un petit praliné amande pour texturer un peu la mâche. Ah bah tiens donc. C'est vrai que le miel donne du goût au sucre en fait. Hein. C'est-à-dire que plutôt que de sucrer uniquement, on apporte de l'arôme avec un miel. Ouais. Voilà, c'est une sorte de condiment. Et puis ça reste moelleux, parce que le miel ne cristallise pas autant que le sucre, donc ça donne une texture plus crémeuse. Allez, troisième œuf sur votre table de nuit, Priscilla Lanzarotti. Alors, l'œuf en forme de casette du chef pâtissier du Georges V Michael Bartocchetti. C'est un praliné aux graines de courge, vraiment excellent. Ah donc, à la pipa, enfin pratiquement. Des petites graines qui ont été décortiquées quand même, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, donc il y a des saveurs vraiment bien marquées en bouche. On a une coque au chocolat au lait pour équilibrer la puissance du praliné aux graines de courge, qui va apporter un peu toute cette gourmandise, intensifiée par les notes un peu toastées des graines de courge croquantes qui vont un peu appuyer la mâche, et la pente de fleur de sel qui éclate en fin de bouche pour offrir un peu de relief et une belle longueur. Écoutez, vous savez que chez Sud Radio, on a un ADN très sud-ouest quand même. Je pense que ceux qui nous écoutent là-bas, en bas, dans le sud-ouest, doivent se dire, ils sont carrément un petit peu parisiens, là, Priscilla. Vous avez personne Ah ben non, j'ai quelqu'un. Ah, il y a un œuf dans le sud-ouest. Voilà, un œuf. Et c'est un meilleur apprenti de France, pâtissier, qui s'appelle Maxime Réfé, qui est situé à Anglette. Et il travaille dans une pâtisserie qui s'appelle Explore. C'est la famille de Thierry Bamas, ça, non? C'est ça? Exactement. Qui lui est Moff, et son gendre est Maf. Voilà, c'est exactement ça. Et puis lui, il a fait des petites collections d'animaux. Là, c'est le Marichou, une brebis avec des petites billes chocolatées, chocolat lait, chocolat noir, chocolat blanc. Et en plus, c'est vraiment le berceau du chocolat en France. On est juste aux portes de Bayonne, c'est-à-dire vraiment le point d'entrée du chocolat chez nous en France, quoi. Exactement. Venu d'Espagne, avec l'infante d'Espagne, comme on le sait, presque cadeau, la dot de l'infante d'Espagne au mariage avec Louis XIV. Ça, c'est chouette. Ouais. Bon, et ça, c'est à Anglette, donc entre Bayonne et Biarritz. Voilà. Très bien, formidable. Et de très belles créations à découvrir également. Allez, Priscilla, je trouve que vous faites fort là. Vous nous donnez sacrément envie. On va terminer en beauté avec le 5e de ce podium à 5 marches. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'œuf de Pierre Hermé, la pierre du soleil. Ah oui, c'est un œuf un peu aztèque, si je ne... C'est qui représente le calendrier aztèque, et c'est un peu une danse un peu mystique, envoûtante, avec ce chocolat au lait, avec des notes un peu rondes, caramélisées, et au fur et à mesure qu'on parcourt les cercles concentriques et qu'on s'approche du centre où figure justement le dieu Tonatiuh, on a le chocolat au lait plus... le praliné noisette qui s'intensifie jusqu'à exalter une note d'amertume. Voilà. Et on a toutes ces textures qui dansent sur le palais, un peu croquantes justement de la coque bombée au chocolat au lait, fondante avec le praliné, et plus onctueuse comme de la pâte à tartiner, avec une noisette croustillante. Mais dites donc, c'est tout un programme, dites donc. Et c'est un gros œuf ou c'est relativement petit? Enfin, je veux dire, il y a plusieurs tailles. Non, c'est un œuf de taille moyenne, c'est un peu 20 cm, quoi. Enfin bon, d'accord. Et puis on le casse, et puis là, il y a toutes les offrandes du dieu Tonatiuh, un tas de fritures de Pâques. Eh ben, écoutez, c'est fantastique ce que vous avez fait, parce que je sais pas si c'était voulu, mais c'était un vrai voyage à remonter dans le temps. On a démarré avec Anne Coruble, qui est vraiment presque l'œuf du futur. On a continué avec Bayonne, c'est le XVIIe siècle, la naissance du chocolat en France. Et puis on termine avec les Aztèques, qui était le pays d'origine du cacao. Donc là, c'est fantastique. Vous avez remonté l'histoire d'une façon incroyable. Merci, Priscilla. Je vous en prie. Et je vous invite à vous régaler de tous vos œufs sans faire de crise. On dit crise de foie, ça n'existe pas, mais en tout cas sans faire d'excès de chocolat, parce que même si c'est bon pour la santé, avec modération, quand même. Exactement.
Voilà, hein, pour ce jour, parce qu'on se rend malade. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, je me rendais malade de chocolat le jour de Pâques. Bah, on évite, hein, comme ça, on en mange toute la semaine au lieu de se gaver dans la journée. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, les amis. Ne faites pas trop d'excès de chocolat et gardez de la place pour les œufs. Tenez, tiens, une bonne omelette, hein, on en parlait tout à l'heure. Une omelette au girolles, tiens, par exemple. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h, comme d'hab. Dans 2-3 minutes, on écoute ensemble les infos de 11h. Et après, on retrouve Alexandre Devecchio, en toute vérité. Ben voilà, dimanche prochain pour continuer de se régaler sur Sud Radio. Enfin, si vous aimez ça, bien sûr. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.